Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver aujourd'hui pour cet entretien exceptionnel suite aux derniers événements en Iran et au Moyen-Orient. Donc, on a décidé de faire un petit point d'actualité avec monsieur, bien sûr, Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis bien content qu'on fasse ce petit point aujourd'hui et qu'on ne l'ait pas fait hier parce que beaucoup de choses se sont passées et on a une meilleure vue de la situation, en tout cas beaucoup plus de visibilité et une possibilité d'interprétation. Fallait un Voilà, petit peu attendre, voir voilà, comment ça voilà. évoluait, ça a évolué la situation. Alors, Monsieur Cohen, moi je vous pose une question simple. Oui. Qui est responsable de l'escalade dans la région? Bon, c'est flagrant, mais je vous laisse quand même apporter votre analyse sur la question. Non, mais le pire, c'est que les Iraniens se sont encore fait avoir. C'est-à-dire, espérons que la prochaine fois, ils ne tomberont pas dans le panneau. Mais ils ont entamé des négociations en toute bonne foi. Et d'ailleurs, le pire, c'est que ça arrive à un moment où on dit on est presque, ça y est, on a réglé le problème. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, c'est là où qui servait d'intermédiaire, disait vraiment quelques heures avant, on est sur le point d'arriver à un accord, et c'est là où ils bombardent. Donc ils ont fait ça au mois de juin de l'année dernière et ils le refont cette année. Bon. Et donc, c'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont pu localiser et assassiner la direction l'ayatollah Ali Khamenei et plusieurs dirigeants. Bon. Et donc, tout d'abord, je voudrais dire que moi, j'ai souvent dit que mon intuition me faisait pencher pour une non-intervention, voilà. C'est-à-dire pour trouver un accord. Mais je pense que Trump, d'après moi et d'après pas mal de connaisseurs, il est allé à reculons. Vraiment, il est allé le couteau sur la gorge, voilà, ou le pistolet sur la tempe, comme on dit. C'est-à-dire, il ne pouvait pas faire autrement. Il savait très bien, il allait à la catastrophe. On le lui a dit. Le chef d'état-major a laissé fuiter l'information suivante quelques jours avant, comme quoi il n'a pas dit lui-même, mais il a laissé fuiter. C'est très connu. On envoie une information à des journalistes sûrs qui font fuiter l'information et on ne sait pas d'où elle vient. Que l'armée américaine ne peut pas garantir une victoire sans grand dommage et encore. Voilà, c'est-à-dire vraiment on prend des risques sur le niveau des armements aussi. Est-ce qu'on aura suffisamment d'armements si la guerre durait, etc. Mais malgré tout, Trump, il est l'otage des Israéliens, l'otage du Mossad. On peut imaginer, il y a les raisons officielles que sont le lobby et d'autres raisons qu'on peut imaginer grâce à l'affaire Epstein. Voilà. Toujours est-il qu'ils ont profité, soi-disant, d'une fenêtre d'opportunité. Les Israéliens se délectent, mais qu'ils se rappellent qu'au mois de juin, pendant les 3-4 premiers jours, ils se délectaient. Il faut les entendre. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. J'ai entendu une espèce de groupe comme ça. Enfin, c'est une télé israélienne, mais en français. Ils se délectaient de la manière dont ils ont piégé l'ayatollah et d'autres responsables qu'ils ont éliminés en citant les noms, etc. Et, on dirait qu'ils ont joué un tour extraordinaire. Ils saluaient l'esprit d'entreprise. Euh, C'était hallucinant d'entendre des gens éliminer des gens alors que ils étaient là de bonne foi, ils pensaient qu'on allait trouver un arrangement, etc. Et puis, la réalité les a rattrapés et ils ont supplié Trump, après 12 jours, de signer
le cessez-le-feu. À l'époque, je vous l'avais dit, j'ai beaucoup regretté que les Iraniens n'aient pas tiré, juste faire durer le suspense, c'est-à-dire 4-5 jours. Voilà, c'est-à-dire oui, 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 on va signer le cessez-le-feu, oui, bien sûr, on va signer. Voilà, faire durer, et puis 3-4 jours supplémentaires pour, pour dire aux Israéliens, voilà de quoi on est capable, et vous allez souffrir encore. Donc aujourd'hui, les Israéliens sont euphoriques. Enfin, les Israéliens, je ne sais pas, mais en tout cas, leurs médias, leur classe politique sont euphoriques. Et pourtant, hier soir déjà, la première nuit, beaucoup de missiles sont tombés sur Israël. Donc, déjà le premier soir, le dôme enfin, de protection, il n'a pas tout protégé. Et encore, j'ai entendu deux spécialistes iraniens qui ont dit, qui parlent sur des sites américains, qui ont dit qu'ils n'ont utilisé que des vieux missiles. Voilà. Les vrais, les bons, les meilleurs, c'est pour la fin, c'est pour la suite. Alors, la réaction iranienne a été très intéressante. Moi, j'ai trouvé très intéressante. C'est-à-dire, ils ont bombardé, c'est la première fois qu'ils le font, ils ont bombardé tous les pays du Golfe. Ils n'ont pas bombardé les installations, encore qu'à Dubaï, ils ont touché un grand hôtel, une île artificielle, donc des points, disons, importants du point de vue du luxe. Vous savez, Dubaï est très, très aimé des influenceurs, des gens qui vont faire la fête. Et, mais ils ont attaqué toutes les bases américaines qui sont installées dans les pays du Golfe. D'abord, pour éliminer toute source de ravitaillement pour les avions, pour les navires, etc. Et deuxièmement, pour montrer aux pays du Golfe que ces bases qu'ils entretiennent ne servent à pas grand-chose, parce qu'ils ils vont pas les défendre, ils ne vont pas réussir à les défendre. Et en même temps, pour montrer qu'ils sont, ils attaquent réellement. Ils ne font pas des trucs, ils ne sont pas de demi-mesure comme la dernière fois. Et ils mettent les pays du Golfe devant leurs responsabilités. Voilà, vous êtes les alliés objectifs, malgré leur soi-disant déclaration, on n'y est pour rien, etc. C'est pas vrai, ce sont les alliés des Américains, ce sont les collabos d'Israël, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, tous autant qu'ils sont. Et ils sont mis devant le fait accompli, c'est-à-dire, voilà, on a détruit on a attaqué toutes les bases américaines, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Si vous ripostez, si vous nous attaquez, on peut vous détruire en quelques jours toutes les installations pétrolières. Elles sont sans défense, quelques dizaines de missiles, et ces pays du Golfe retourneront vivre dans les tentes. Voilà. Et mangeront des dattes, comme au bon vieux temps. Voilà. Et donc, toute la structure soi-disant de ces pays évolués qui ont fait la paix, la normalisation, les accords d'Abraham, et regardez comment on est. Ce château de cartes est en train de s'effondrer. Et ça, je trouvais que la riposte iranienne sur les pays du Golfe était un délice. Voilà, c'était bien joué. Je ne m'y attendais pas, sincèrement. Et vraiment, ça, c'était bien joué. Les Iraniens, c'est un autre peuple. Voilà. Et les sionistes et les Américains, malheureusement pour eux, ils n'ont pas compris à qui ils avaient affaire. Voilà. Jusqu'à présent, ils ont eu affaire à Saddam Hussein, qui les a crus d'ailleurs, qui ne s'est pas bien préparé, et donc à des pays qui n'ont pas le courage. Vous savez, quand ils ont assassiné en Israël, dans les médias, ils parlent de liquider. Imaginez si on disait on a liquidé le pape, on a liquidé le chef de l'Église catholique, on a liquidé le chef spirituel de l'Église orthodoxe. Enfin, je veux dire, c'est d'une bassesse et d'une cruauté
Mais passons. Et donc, le, eux, ils sont en train de chanter victoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans le mythe. Ils se construisent. C'est ce qui est incroyable. Les Israéliens sont des gens intelligents. Enfin, je parle de ceux qui sont à la tête. Ils sont pas cons. Ils sont pas bêtes. Et pourtant, ils sont tombés dans leur propre piège. Les Américains aussi. Vous savez que Trump avait prévu de faire une déclaration télévisée hier soir, du style, parce qu'on lui a dit, les Israéliens lui ont dit, ça y est, on a réussi à piéger l'ayatollah avec les principaux dirigeants, ils vont se réunir là. C'est vrai, bon, ils ont ça sur ce plan-là, ils sont imbattables. Voilà. Et ils ont dit à Trump, ça y est, on va les liquider et le pays va s'effondrer. C'est juste hallucinant. Je veux dire, ils ont fait la même erreur au mois de juin. Et encore au mois de juin, c'était la première nuit a été très, très difficile. Et le pays aurait pu vraiment basculer. Mais là, bon, ils ont tué, mettons, 10 responsables. Mais ils avaient déjà prévu le remplacement. Et ceux qui vont venir derrière, ils vont plus vouloir, ce seront plus les gens qui ont négocié, qui sont habitués au palabre, à l'oriental, c'est fini. Aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle classe qui vont vouloir se venger leurs martyrs. Vous savez, il y a une chose qui m'avait frappé quand j'ai visité l'Iran. J'étais invité à 2 reprises. Et ils nous ont fait visiter, enfin, ils nous ont accompagnés dans une petite ville. Ils nous ont emmenés dans une famille de martyrs. Voilà. Et j'étais vraiment, enfin, j'avais presque la chair de poule. Et c'était un simple soldat qui est mort en Syrie. Mais ils l'ont élevé au rang de martyr. Et c'est quelque chose chez les chiites qu'on ne peut pas imaginer à quel point. D'abord, c'est presque, enfin, c'est pas presque, c'est un honneur d'être un martyr. Ça veut dire que vraiment on a accompli sa vie sur terre de manière tout à fait conforme, convenable. On a fait son devoir, on n'a rien à se reprocher. On va rejoindre son créateur, la tête haute, l'âme pure, et les gens lui rendent hommage avec une émotion. Moi, j'étais vraiment. Enfin, on était 4 ou 5 dans la délégation. On était bouleversés de voir cet esprit. Alors, imaginez, je ne sais pas si vous avez vu le speaker de la télévision iranienne, bon, c'était sous-titré, mais parler du meurtre ou de l'assassinat de Khamenei. Il pleurait, enfin, les gens versaient des larmes. Mais après va venir le temps de la riposte. Et là, c'est la guerre qui va être, à mon avis, en tout cas d'après ce que j'entends ici ou là, c'est pas une guerre de quelques jours, c'est une guerre qui va durer des semaines et des semaines. Les Iraniens sont prêts, ils ont tous les armements qu'il faut, alors que les Américains vont être très vite à court, d'après tous les spécialistes que j'entends. Les Israéliens encore moins. Et donc, ils vont pas. Enfin, je pense que je peux parier là-dessus. Ils vont pas répondre de sitôt à une offre de cessez-le-feu ou de nouvelles négociations quand même. Mais bon. Et donc, ça va être vraiment. Je crois que les Iraniens disent qu'ils vont sortir des armes qu'on n'a pas encore vues. Et je pense que la carrière de Trump, malheureusement pour lui, c'est regrettable parce qu'il n'a pas su ou il n'a pas vu le danger dans lequel il se mettait, ou il n'a pas pu résister aux pressions. Voilà, peut-être que on a des vidéos sur lui, ou je ne sais pas, voilà, en tout cas. Sa carrière non seulement il est fichu, parce que là maintenant il triomphe, enfin il fait semblant de triompher.
mais dans quelques jours, dans une semaine, dans 2 semaines, et si le prix du pétrole va doubler? Vous savez, les Américains, c'est combien ça coûte le gallon. Là-bas, on achète l'essence au gallon. C'est à peu près 4 litres. Voilà. Donc, imaginez déjà, le pétrole a pris déjà, je sais pas, 20 ou 30%. Imaginez s'il double, là, les Européens vont souffrir, les Occidentaux vont souffrir. Et donc, on est parti sur. Moi, je pense quand même qu'on assiste. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire en histoire. C'est-à-dire, on assiste à un basculement. Voilà. C'est-à-dire, à un moment, on se dit, et il y a quelque chose, on vit quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire que l'Amérique, probablement, et Israël vont recevoir une leçon, probablement dont ils ne se relèveront pas. Parce que les autres pays, voilà, par exemple, prenons déjà les pays arabes, qui ont mis, enfin, tous ceux qui ont signé ou qui collaborent avec les Israéliens, etc., et qui se rendent compte que combien de temps ils peuvent jouer, ils peuvent faire semblant, voilà, d'être les esclaves des Américains, les esclaves des Israéliens, et puis ils se rendent compte qu'on peut finalement résister et reprendre une place dans l'histoire. C'est quoi la nation arabe? Enfin, moi j'ai connu la période où la nation arabe, sous la direction de Gamal Abdel Nasser, voulait se donner une vision, un avenir, une place dans l'histoire. Or, après quelques décennies, où en est la nation arabe? Elle est dans le sous-développement. Elle ne peut même pas se construire une centrale nucléaire civile parce qu'Israël leur dit non. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Même vous savez, par exemple, quand on dit l'Arabie Saoudite a acheté 100 avions, 100 F-35, et on le sait, moi j'ai entendu des spécialistes le dire, que ces avions, à Washington ou à Tel Aviv, on peut tourner la clé et ces avions ne servent à rien, ils ne pourront pas décoller. Voilà, c'est comme les missiles que les Israéliens vendent aux Marocains. Ils doivent avoir un espion, un logiciel espion là-dedans pour les contrôler. Et on est arrivé, la nation arabe est arrivée à un niveau, excusez-moi l'expression, mais de conneries, de bassesse. Hier j'ai donné une interview écrite et j'ai exprimé l'espoir que la nation arabe retrouve sa dignité. La dignité, voilà. De dire nous sommes arabes, nous voulons vivre dignement. On ne peut pas, 22 pays arabes, je ne sais pas, 500 millions d'habitants ne peuvent pas être le jouet d'un petit pays sioniste, alors qu'on a les moyens de l'écraser, en tout cas de lui tenir tête. Les Houthis l'ont montré, le Hezbollah l'a montré, le Hamas l'a montré, et aujourd'hui, l'Iran donne une leçon extraordinaire au monde entier parce qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu. Là, c'est dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, qu'on va voir ce changement qui va s'opérer. Voilà. Donc, on va voir ce que c'est que vraiment la résistance iranienne va faire et contre les Américains, parce qu'aujourd'hui, les Iraniens, de ce que j'ai cru comprendre, ils ne se retiennent plus. Ils vont plus se retenir. Pas comme au mois de juin, pas comme avant. C'est fini. Voilà. Ils veulent aller au bout. Et donc, je pense qu'on va assister à des choses extraordinaires. Voilà. Voilà. Merci, M. Cohen, pour votre analyse concernant la situation. Alors, il y a des conséquences, bien sûr, à cette escalade. Et la première conséquence, c'est le prix du pétrole et la fermeture du détroit d'Ormuz. Est-ce que vous pensez que l'Iran va maintenir cette pression sur le détroit, le maintenir fermé ou C'est-à-dire parce qu'il y aura des conséquences très graves. Dès lundi, je pense qu'à la bourse, ça va s'exciter. Mais de toutes les façons, déjà, j'ai entendu que
plusieurs compagnies pétrolières évitent d'elles-mêmes le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une forme de dissuasion. On n'a pas besoin de dire qu'on ferme, qu'on menace. Non, il suffit de dire qu'il vaut mieux pas. Voilà. Et vous savez, ces pétroliers, c'est des sommes énormes. Ils ne peuvent pas jouer là-dessus. Donc, ils préfèrent contourner, même si ça coûte plus cher. Les compagnies d'assurance ont déjà augmenté leur prix de 30 ou 40%. Donc, voilà. Et les pétroliers évitent aujourd'hui, depuis hier, évitent. Donc, à la limite, l'Iran n'en met pas besoin. Et il y a cette menace qui pèse. D'ailleurs, si l'Arabie saoudite a déclaré la guerre à l'Iran, comme d'autres pays du Golfe, le Maroc, enfin la monarchie, je préfère dire la monarchie marocaine, a condamné les agressions, point de suspension, iraniennes contre les pays frères. Alors, voilà où on en est. À un niveau de soumission et de bassesse, je crois que on atteint le fond et on creuse, quoi. Enfin, voilà. Bon. En tout cas, je pense que l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe vont réfléchir à 10 fois, ils doivent savoir, connaître déjà, ils voient déjà les Américains en difficulté, les Israéliens en difficulté, donc ils ont déclaré la guerre, mais ça va rester formel parce qu'ils savent que la moindre attaque contre l'Iran, vous savez, leurs champs pétroliers sont des champs ouverts. Il suffit de quelques missiles qui vont créer des incendies, c'est fini de leur richesse pour des années. Donc, et donc ils vont pas. Et il y a une pression sur ces pays, sur leur pétrole, sur leur richesse, sur leur gaz, etc. Et les prix ne feront, enfin à mon avis, ne feront qu'exploser. Ce qui ferait d'ailleurs comment dire, la bonne affaire pour les Russes, que l'Europe voudrait limiter, mais ils ont du pétrole et du gaz, et en même temps, la vulnérabilité de ces pays du Golfe qui vont vivre les prochains jours, à mon avis, ils vont trembler chaque nuit avant d'aller dormir. Ils vont avoir des cauchemars. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran leur a dit, voilà, vous êtes les alliés de l'Amérique et d'Israël. On a bombardé les bases qui vous protègent, et gare à vous si vous bougez. Voilà. Donc, je pense que les monarchies du Golfe commencent peut-être à réaliser dans quel pétrin elles sont, et ça va se répercuter d'une façon ou d'une autre sur le prix de l'énergie, du pétrole et du gaz. Ça va se répercuter. Et ça, c'est une arme. Imaginez que si on parle, excusez-moi, on parle d'un cinquième de la consommation mondiale transite par le détroit d'Ormuz. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça reste énorme. Oui. Monsieur Cohen, juste vous pouvez ajuster un petit peu votre écran sur votre, voilà, légèrement, comme ça, Oui. c'est un petit peu mieux. Alors, Monsieur Cohen, je sais ce que vous pensez, bien sûr, de l'ONU, des Nations Unies, mais ils se sont réunis hier soir pour une réunion d'urgence. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Non, j'ai entendu mais j'ai pas suivi vraiment. Bon, de toute manière, les déclarations, moi j'ai regardé un petit peu les déclarations. Bon, il y a le Pakistan qui a condamné l'agression des États-Unis et d'Israël, la Russie, la Chine, et puis bien sûr, bon, bah, la République islamique d'Iran qui a condamné effectivement les agressions et qui demande des comptes, hein, et qui demande à l'ONU à ce que les États-Unis et Israël soient poursuivis, bien sûr. Bon, on sait ce que vous pensez sur l'ONU, Monsieur Cohen, mais clairement, est-ce qu'ils peuvent avoir leur mot à dire là-dedans, ou vu qu'il y a quand même une escalade qui est en train de se faire aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des réactions du Conseil de sécurité? Non, le Conseil de sécurité, dans les conditions actuelles, ne pourrait qu'émettre un souhait que
que Un souhait les combats d'apaisement. cessent et qu'il n'y ait pas plus de combats et qu'on retrouve une forme de négociation. Voilà, en fait, c'est ce qu'on voudrait. Mais tout dépend. Je pense que même si les Américains et les Israéliens cessaient, enfin, pas cessaient, mais disons, disaient vouloir arrêter, je ne crois pas que les Iraniens vont s'arrêter là. Parce que ils ont subi une agression, ils ont assassiné. De toute façon, je ne pense pas que les Israéliens et les Américains soient aujourd'hui intéressés par un cessez-le-feu, que les Iraniens, je les vois mal accepter encore une fois un cessez-le-feu qui, comment dire, qui donnerait une espèce de récompense à l'agresseur. Voilà. Donc, je pense que, c'est-à-dire, la solution diplomatique, elle me paraît, qu'elle vienne du Conseil de sécurité ou d'ailleurs, je pense qu'elle me paraît assez loin, assez lointaine et assez improbable, parce que je vois mal comment les Iraniens peuvent dire, bon, allez, voilà, mais négocier quoi? Négocier quoi? C'est ça le problème. Le problème, c'est que l'Amérique a déclaré officiellement, Trump a déclaré officiellement que c'était pour renverser un régime. Donc, euh, comment peut-on négocier avec quelqu'un qui veut vous détruire? Il ne va pas leur dire non, non, ah non, j'ai changé d'avis, vous êtes des gens bien. Non, je pense que ça doit aller au bout. De toutes les façons, les Américains et les Israéliens vont tenter encore pendant plusieurs jours. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les Américains et les Israéliens, surtout les Israéliens, ils pensent être ils sont dans l'euphorie encore. Voilà. Et donc, vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit tout à l'heure dans une émission, vous savez, les Israéliens, dans la guerre de 12 jours, ils ont commencé à réaliser que ça allait très mal le 7e ou 8e jour. Voilà. Et c'est là où ils ont compris que là, et donc, à mon avis, il va se passer au moins une semaine ou deux. Et encore, je vois mal, franchement, comment les Iraniens pourraient déclarer, bon, allez, on arrête, et puis mais on reprend quoi? Est-ce qu'on peut discuter, enfin, si on suit la logique, est-ce qu'on peut discuter avec des gens d'aussi mauvaise foi? Ah, je veux dire, c'est tellement flagrant que moi, ça me paraît, surtout, enfin, l'assassinat du leader religieux est ressenti en Iran comme une blessure terrible. Enfin, c'est un affront, c'est un affront incroyable qu'il faut laver. Alors, Monsieur Cohen, clairement, Oui. est-ce que selon vous, le régime iranien, le régime des mollahs va tomber? Parce on a Alors, cette, voilà, on a Ali alors, Khamenei qu'ils ont alors réussi là, à abattre. Pas pas du du tout, tout. selon vous. Pas du tout. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit et dans l'esprit de tous ceux que j'écoute, dont deux Iraniens qui passent dans des émissions américaines, des profs d'université, etc. Le pays, le régime est stable, le régime et le pays est bien est gouverné, les institutions solides. Et surtout, vous savez que, je ne sais pas si vous avez entendu cette information, non seulement l'ayatollah a été assassiné, mais ils ont bombardé une école de petites filles, je ne sais pas, dans une province quelconque, de filles d'école élémentaire. Il y a à peu près entre 120 et 140 morts. Entre 120 et 140 morts. Voilà. Bon, c'est la méthode américano-israélienne, c'est connu. Ils font toujours ça. Voilà. Donc ça peut pas être un accident. Voilà. Eux qui se prétendent vouloir faire des frappes chirurgicales, quand on est capable de euh, localiser l'ayatollah qui va se réunir avec ses proches conseillers et les principaux dirigeants, parce qu'ils doivent prendre des précautions quand même. Quand on est capable de les localiser et de bombarder juste le point où ils sont, ça veut dire que si on bombarde une école de petites filles, c'est qu'on a voulu le faire exprès. Voilà, ça veut dire qu'on veut terroriser la population. Et donc,
tous ceux qui auraient pu imaginer un instant, d'ailleurs on l'a vu en juin, tous ceux qui auraient pu imaginer un instant qu'une partie de la population qui critique à bon escient, ou à juste titre, bien sûr, on peut critiquer le régime pour ceci ou cela. C'est fini. C'est-à-dire que le peuple, dans son immense majorité, crie vengeance et veut résister à tout prix. Voilà. Et il est derrière ses dirigeants. Donc, c'est quand même incroyable que des gens aussi intelligents, enfin, ils sont, comment dire, ils croient tellement à leur folie ou à leur délire que quand on entend les médias américains, Trump ou les médias israéliens, ils se sont dit, ça y est, on a gagné. Voilà, on a tué l'ayatollah et 10 dirigeants, mais enfin, il y a des centaines, il y a des milliers qui sont derrière, qui sont prêts à prendre le relais. Et beaucoup plus déterminés que les aînés. Donc, c'est complètement. Non, non, le régime, à mon avis, enfin, en tout cas, n'a rien à craindre. Au contraire. Non, parce qu'on a vu le fils de comment il s'appelle déjà, pas Chalavi, je sais plus son nom là. Oui, le prince, là, le fils du chat, oui. Voilà, exactement, qui s'est prononcé et qui lui se réjouissait de la situation. Donc voilà. Et puis il y a eu des déclarations, qui ont été faites par des. Alors par exemple BHL, Oui, Bernard-Henri Lévy s'est exprimé en disant que le Maroc avait été du bon côté puisqu'il avait dénoncé l'agression iranienne sur les pays arabes. Voilà, il y a des déclarations comme ça, et quand on sait par le passé ce qui s'était passé, hein, quand il y a BHL, il y a toujours quelque chose qui est bon. mais vous savez, ça fait combien d'années que ça fait depuis 45 ans qu'ils essayent, 45 ans, qu'ils essayent d'éliminer le régime de Téhéran. 45 ans. Ils ont tout essayé. Et ils ont échoué, et ils vont encore échouer. Voilà. L'Iran n'est pas un pays quelconque. Voilà. Je n'ai pas envie d'ajouter d'autres mots qui pourraient paraître blessants. Voilà. L'Iran est spécial. Ça fait 40 ans, 45 ans, que l'Occident essaye de le mettre à genoux et n'y sont pas arrivés. Et le pays est sorti de plus en plus fort et il est capable aujourd'hui, imaginez un instant, l'Iran est capable d'affronter la plus grande armée navale du monde. Voilà. Reconnue, l'armée navale la plus puissante du monde, il lui tient tête. Voilà. Donc, tirez les conclusions que vous voulez, mais c'est la réalité. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Cohen, il y a aussi cette histoire de nucléaire, hein, qui a été mis en avant. Il y avait des discussions, il y avait des négociations. Finalement, ils ont fait traîner le truc et puis au final, ils ont attaqué. Mais l'Iran se revendique comme faisant partie du traité de non-prolifération. Donc, moi, je comprends pas où c'est qu'ils veulent en venir en mettant en avant cette histoire d'armes nucléaires. Un prétexte. Vous savez, il y a un montage qu'on peut voir, je crois, sur les réseaux sociaux. Et très intéressant, d'ailleurs, très rigolo. Ça fait 25 ans. Il y a des déclarations de Netanyahou depuis 25 ans, d'accord, qui disaient dans 6 mois, l'Iran va avoir l'arme nucléaire. Ça remonte à 1995, quelque chose comme ça. C'est extraordinaire. Même un type comme Vincent Herouet, j'ai entendu sur LCI il y a longtemps. Il a dit, mais enfin, c'était vers 2010, 2011. Il a dit, mais enfin, ça fait 15 ans qu'on nous dit que l'Iran va avoir son arme nucléaire dans les 6 mois et on ne voit rien. Donc, c'est un prétexte, en fait. C'est le prétexte avancé par Israël pour obliger l'Iran alors que l'Iran, il y a un fatwa. L'Iran est un pays qui respecte la morale islamique. Et la morale islamique lui interdit d'avoir l'arme nucléaire. Voilà. Et il n'en veut pas.
Il n'en a pas besoin. Il a signé un traité en 2015 où toutes ces installations étaient contrôlées et tout le monde était content. Personne n'a trouvé le moindre prétexte. Sauf que Trump, en 2018, il est encore tombé dans le panneau israélien et il a dit ce traité ne m'intéresse pas, il n'est pas bon. Alors que si c'était l'histoire de la bombe nucléaire, mais il était déjà réglé. Donc, c'est un faux prétexte. En fait, ce que l'Amérique et surtout Israël ne supportent pas, c'est qu'il y ait un pays, un seul, dans toute la région du Moyen-Orient, je regrette de le dire, il y a un seul qui tient tête. Voilà. Il ne veut pas courber la tête. C'est terrible quand même. Enfin quoi? Il y a un maître, le maître sioniste qui veut imposer la Pax Israelana, le petit empire, et il y a un pays qui résiste. Voilà. C'est comme Astérix. Voilà. Et ça, c'est ça qui est insupportable en fait. C'est ça le fond du problème. C'est pas le Alors, nucléaire, c'est pas ceci, cela. Voilà. Il y a un oui, pays. oui, bien sûr, monsieur, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. Monsieur Cohen, il y a effectivement, l'Iran, c'est un pays qui résiste depuis des décennies et qui sont dans l'escarcelle, pardon, du projet hein, des sionistes de les faire tomber. Mais ce que je veux dire par là, Monsieur Cohen, Oui, alors juste avant, je salue tout le monde. Hein, on est un peu plus, on est quasiment 1 millier on est 500 sur TikTok. Je salue tout le monde. N'hésitez pas à partager un maximum. Et sur YouTube, on est 350, Monsieur Cohen. Donc il y a beaucoup de monde qui suit l'entretien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude. Alors, Monsieur Cohen, oui, voilà, où c'est que je voulais en venir aussi, c'était donc là, on sent que vous êtes satisfait de la réaction iranienne oui, et effectivement, on est d'accord, on a envie que le rapport de force dans la région change. Est-ce oui, que par exemple, cette histoire de Board of Peace qui a été signée il y a quelques semaines, là, il y a quelques jours, est-ce que, oui. est-ce que c'est compromis justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que ça peut être compromis. Parce que franchement, la parole de Trump, elle est vraiment dégradée. À un point, je pense que quand il apparaît, les gens vont se marrer, vont se dire quel clown, voilà, quel, quel imposteur. Parce que là, il a, il a triomphé, il pensait que. Je vous ai dit, non, mais moi, quand j'ai entendu qu'il allait faire une déclaration télévisée hier soir, et il l'a annulé au dernier moment, ça veut dire qu'il a compris quelque chose. Il a compris quoi? Il voulait se présenter comme le vainqueur. En fait, c'est ça. Il rêve de paraître le vainqueur. Et, eh ben, il a eu la décence de s'éclipser et d'aller, vous savez où il est allé aujourd'hui pour échapper aux critiques, même au sarcasme. Moi, j'ai entendu des sénateurs américains, les sarcasmes des commentateurs américains. Bon, malheureusement, pour eux, les Américains sont impliqués militairement et ils vont payer le prix. C'est pas du tout le style on va bombarder, on s'en tire. Pas du tout. Ils vont payer le prix, pas seulement matériel, mais humain et politique et diplomatique. Et donc, quand Trump va apparaître comme le faiseur de paix, je crois qu'il va y avoir un éclat de rire. Je plains les pays qui collaborent avec lui et qui font semblant et qui vont faire semblant encore de croire qu'ils vont apporter la paix. Parce que même les Israéliens, bon, lorsqu'ils vont recevoir une bonne leçon, mais rappelez-vous le mois de juin, comment ils recevaient des leçons, mais c'est terrible. Et donc, lorsqu'ils vont recevoir encore des leçons encore plus dures, hein, peut-être que le Hezbollah va avoir l'idée ou le Hamas, etc. Peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer, ou les Houthis. En tout cas, je ne crois pas que son projet, ils vont le mettre de côté pour le moment, en tout cas. Ils vont pas parce que ça paraît tellement ridicule, et déplacé même. C'est indécent. Voilà.
C'est indécent quelqu'un qui vient, il dit on a tué l'ayatollah Ali Khamenei, maintenant le peuple iranien est libre. Enfin, c'est hallucinant quand même. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais il faut entendre le reste du monde quand même. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Tout à l'heure, j'avais dit qu'on assiste à un tournant, et ça aussi, même sur Gaza, je ne crois pas que la comédie va se poursuivre. Peut-être que le régime marocain continuera à y croire. Pourquoi pas? Puisqu'il a reçu la bénédiction de BHL, eh ben, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Bon. On n'entend personne. Bon. Bon, je ne sais pas, il y a un problème de son peut-être. On ne vous entend pas. Bon, je sais pas. Bon, ben, je sais pas, je crois que apparemment il y a un problème de son du côté de Wadi. Ben, peut-être qu'on a dit à peu près l'essentiel. De toute façon, on se revoit vendredi. Donc, il y aura une évolution certainement. Enfin, il y aura des choses à dire. Voilà, donc si, bon, ben, on peut se dire une bonne soirée. On peut vous souhaiter une bonne rupture de jeûne, un phto joyeux, puisque les nouvelles ne sont pas mal quand même. Hein. Moi, je trouve que les nouvelles sont bonnes même. Voilà. Voilà, Monsieur Cohen, désolé. De nouveau, Oui, vous m'entendez cette fois? oui. Voilà. Donc on a quelqu'un qui est là, qui veut vous interagir, poser une question. Je vous laisse la parole. Cœur de Lion, c'est à toi. Bonjour déjà Altitude encore une fois et bonjour Monsieur Cohen, j'espère que vous Bonjour. allez bien. Je voulais Bien. justement intervenir concernant comment dire ça, ce qui se passe ces derniers jours et même ces derniers mois. Moi ma pensée, alors ne me tombez pas dessus, hein, mais moi ma pensée concernant l'Iran et ce qui se passe avec Israël, je pense que c'est une manipulation. Je pense qu'en réalité, derrière, c'est une manipulation. Pour moi, il y aura aucune troisième guerre mondiale qui va démarrer de par cette pseudo-confrontation. Parce que comment dire ça, depuis quelques années, je me suis rendu compte que il y avait certains éléments qui démontraient que l'Iran était proche en réalité d'Israël. Tout comme Mahmoud Ahmadinejad était lui président était au pouvoir en Iran, il faut savoir que Mahmoud Ahmadinejad, ses parents sont d'origine juive. Il est juif de père et de mère. Donc en réalité, lorsqu'on regarde tous ces pays comme le Maroc aujourd'hui, lorsqu'on regarde la classe et ceux qui gouvernent aujourd'hui le Maroc et ceux qui sont à la tête du Maroc, on se rend compte que la lignée, pareil, comme vous l'avez dit, ou comme je ne sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il dénonce justement les gouvernants marocains en expliquant qu'en réalité c'est c'est une caste juive, donc il n'y a aucun souci là-dessus, tout comme en Iran. Moi je pense qu'aujourd'hui toute cette manipulation elle est faite justement pour comment dire, c'est par intérêt financier, donc soit pour effondrer les marchés. Un exemple, les États-Unis aujourd'hui, leur projet c'est de racheter énormément de crypto pour régler la dette américaine avec, et pour ce faire, il faut qu'à un moment donné les marchés paniquent pour que le Bitcoin par exemple descende un maximum, et puis à un moment donné ils en rachètent pour 1 million, 2 millions, et ensuite hop ils refont encore de l'autre côté de la spéculation pour que le Bitcoin explose. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est de la manipulation, c'est de l'intérêt financier. Alors, merci pour ton avis. On va laisser réagir Monsieur Cohen. Peut-être que je crois qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais on va le laisser réagir. Non, franchement, je n'ai pas envie de réagir. Voilà. Je pense qu'il y a
il y a des limites non, je veux dire, je respecte tout à fait les élucubrations imaginatives de notre correspondant, enfin, de notre auditeur. Là, il n'y a pas de doute. Là, il a beaucoup d'imagination. Grand bien lui fasse. Il pourrait d'ailleurs même écrire, je sais pas moi, un roman de science-fiction là-dessus. Pourquoi pas? Mais moi, je rentre pas dans des trucs comme ça. Voilà. Peut-être que je manque d'imagination. Voilà. Bon, je pense que voilà, s'il y a une autre question, sinon on peut. D'accord. Alors, merci Cœur de Lion pour avoir apporté ton éventuelle analyse sur la question. Il y a un autre il y a une autre personne qui voudrait peut-être vous poser une question. Monsieur Sam, bonjour. Bon. Alors Sam, le micro. Bonjour à vous tous. Bonjour à Monsieur Cohen. Tout d'abord, je voulais lui présenter pour mes respects pour le travail qu'il a fait depuis des longues années. Ça fait très très longtemps que je le suis et j'ai l'impression que tout ce qu'il est en train de dire, c'est arrivé quoi. Et moi, ma question est que comment tout ça va finir? Je sais qu'elle est vaste cette question, mais comment tout ça va finir? C'était juste ma question. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Cohen, pour toutes les informations que vous me donnez. Merci, Sam. Vous savez, l'histoire ne finit jamais. C'est-à-dire, il y a pas, c'est pas, l'histoire c'est pas un film qui dure 1h30 ou 2h15 avec le mot fin. Ça, on vit une étape. Voilà. Comme on a vécu, il y a des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre des 6 jours, etc., etc. La chute de Saddam Hussein, le 11 septembre, enfin bon. Donc, nous vivons un épisode. Bon. Et après, bon, ben, comment c'est une étape vers une autre avancée. Ça veut dire, pour moi, je vois globalement, je ne sais pas comment ça va finir ni dans combien de temps, mais je vois cette guerre comme une perte d'influence importante de l'Amérique et donc d'Israël dans la région. Quelle forme ça prendrait, etc. L'avenir le dira, mais à mon avis, quand j'ai parlé tout à l'heure d'une page qui est en train de se tourner, ça veut dire qu'il y a un rapport de force qui est en train de basculer. Voilà. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques temps, on pensait que l'Israël était invincible et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait au Moyen-Orient, grâce à l'Amérique, grâce à l'Occident, etc. Mais aujourd'hui, avec d'autres facteurs, comme la guerre en Ukraine, etc. Bon, et aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà voir un basculement de la situation au Proche-Orient. C'est-à-dire, Israël ne sera plus le maître absolu qu'il se croyait être, parce que non seulement l'Iran lui résiste, mais d'autres forces vont émerger. Que ce soit la Turquie, peut-être l'Égypte, je ne sais pas. Mais en tout cas, mais ça prend du temps. Ce sont des choses qui, vous savez, les évolutions étatiques, sociologiques, etc., ne se font pas en quelques semaines, mais disons, je pense qu'on est en train de vivre le début d'un basculement, mais qui prendra du temps. Voilà. Mais c'est sûr que ça sera plus comme avant. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, est-ce que la Chine, la Russie va jouer son rôle dans cette escalade? Puisque malgré tout, Monsieur Cohen, je complète ma question. Malgré tout, on connaît quand même la puissance militaire des États-Unis, même si on voit que l'Iran a l'air d'avoir de ressources et une belle armée, mais face aux États-Unis, ça risque quand même de se compliquer à un moment donné. Peut-être que je me trompe. Est-ce que là, justement, peut intervenir la Russie ou la Chine comme allié de l'Iran, justement? Bon, la Russie et la Chine, je ne les vois pas intervenir directement. Mais elles n'ont pas besoin de le faire. C'est-à-dire, elles font déjà beaucoup de choses, malheureusement qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, beaucoup de choses se font dans le secret absolu. Et
et qu'on ne veut pas révéler, même que peut-être que les Américains le savent et ne veulent pas révéler, ou que les Iraniens ne veulent pas révéler. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. On sait que la Chine a donné des informations GPS sur des positions. Oui. Par exemple, elle donne des informations sur comment dire, comment localiser des navires. Et ça, c'est très important. Par exemple, si on veut attaquer un navire qui est en mouvement. Donc, mais à mon avis, la Russie et la Chine, elles ont une double raison d'aider l'Iran et de ne pas le laisser tomber, c'est-à-dire de faire au maximum pour qu'il gagne. D'abord, la Russie et la Chine savent qu'elles sont dans la ligne de mire de l'Amérique. L'Amérique, ça fait 30 ans qu'elle cherche à détruire la Russie. Dernier exemple avec l'Ukraine. Et donc, la Russie, elle sait que aider l'Iran, c'est affaiblir l'Amérique. Et la Chine, c'est pareil. Combien de fois le régime américain dit notre objectif, c'est la Chine. Pourquoi ils ont fait semblant de faire la paix, de chercher une paix avec la Russie? C'est pour essayer de détacher la Russie de la Chine pour pouvoir lui consacrer toute l'énergie nécessaire. Donc, la Chine sait très bien qu'un jour, son tour viendra. Et donc, elles font tout suffisamment, enfin pas ouvertement pour ne pas déclencher une guerre mondiale, parce que dont personne ne veut, mais suffisamment pour affaiblir l'Amérique et ne pas perdre, parce que l'Iran est très important pour la Russie et la Chine, du point de vue géostratégique, du point de vue du pétrole, etc. Et donc, elles ne peuvent pas se permettre de le laisser tomber. Donc, il y a une aide énorme, mais qui n'est pas étalée sur la place publique. Voilà. Moi, j'entends cette aide, elle est colossale. En termes d'armement, d'information, de localisation, de radar, etc., mais qui reste du domaine de, comment dire, c'est une guerre colossale entre grandes puissances par pays interposés, voilà. Comme l'Amérique a fait avec l'Ukraine, les Russes et les Chinois essayent de le faire avec l'Iran, qui ont un compte à régler avec l'Amérique. Et donc ça aussi, c'est important parce que en Ukraine, c'est la confrontation militaire sur le sol classique, c'est-à-dire guerre terrestre et drone. Et là, c'est une guerre maritime avec missiles. Donc, c'est une guerre entre le camp Iran, Russie, Chine contre l'Amérique sur le plan maritime et balistique. Et donc, voilà, chaque camp fait le maximum pour gagner ou pour contrer l'adversaire. Mais il est certain que la Russie et la Chine, sans se déclarer officiellement en guerre ou contre l'Amérique, ils sont alliés de l'Iran. Ils ne sont pas alliés, ils n'ont pas un traité d'alliance. Mais ce sont les alliés, ce sont des alliés. Voilà, c'est-à-dire que il y a toutes sortes d'accords, surtout probablement secrets. C'est ça que, c'est-à-dire, ils ne sont pas étalés sur la place publique. Voilà. L'Ukraine, on sait à peu près comment il est aidé, etc. Mais ce que font la Russie et la Chine pour aider l'Iran, on ne le sait pas. Voilà. Enfin, on peut le deviner. Voilà. Ok, merci M. Cohen. Il y a une autre question d'un intervenant. Bon. Vous me dites, M. Cohen, que quand vous avez envie d'arrêter, vous me dites. Bon, ça sera la dernière alors. Allez, c'est parti. Saïd, c'est à toi. Salam alaikum. Oui, alaikum salam. Bonjour, Monsieur Cohen. Bon, déjà, je vais commencer en disant que ça fait un moment que je vous écoute. Je suis franchement très reconnaissant par rapport à votre travail et vos informations. Mais par contre, là, il y a une chose qui m'inquiète par rapport à tout ce que vous avez dit. J'espère que vous avez raison. Mais moi, la chose qui m'inquiète, c'est que
j'ai jamais vu Israël et les États-Unis attaquer un pays sans être sûr de l'emporter. Et moi, j'aimerais bien que vous ayez raison en disant que ça va être Alors, une je fois. vais vous dire, Je vous laisse oui. répondre. Merci. Alors, je vais vous faire la liste des guerres que l'Amérique a perdues. La Corée, le Vietnam, l'Irak qui est considéré, l'Afghanistan, et l'Irak qui est considéré comme un échec lamentable. C'est-à-dire, on a dépensé des milliers de milliards pour pas grand-chose. Voilà. Et on a créé le chaos qui n'est pas au bénéfice de l'Amérique. Voilà. Donc, vous savez, les dirigeants, Israël par exemple, a lancé sa guerre en juin. Il pensait la gagner. En juin de l'année dernière, il pensait la gagner, puisqu'il a commencé comme avant-hier, ou hier, enfin bon, avant-hier, par une opération de déstabilisation, en pensant décapiter le régime. Voilà. Et que le régime allait sombrer, ce qui est pareil. En juin aussi, Israël a pensé qu'il allait mener une guerre qu'il allait gagner. Et il n'a pas gagné, puisque au bout de 12 jours, il a supplié, ça c'est connu, reconnu, comme vous voulez, si Israël était gagnant, il n'aurait jamais demandé le cessez-le-feu en juin 2025. Jamais. Mais il était perdant. Et donc, un pays peut s'engager et croire qu'il va gagner. L'Occident a engagé une guerre, l'Amérique a engagé une guerre avec des moyens considérables en Ukraine, pas directement, mais par l'intermédiaire de l'Ukraine, en investissant des centaines de milliards pour armer l'Ukraine, pour l'organiser, pour attaquer la Russie. Résultat, c'est la Russie qui gagne et l'Amérique qui perd, qui a perdu. Non, sur le plan militaire, la Russie a défait l'OTAN. Voilà. Elle n'a pas défait l'Ukraine, elle a défait l'OTAN. Donc, l'Amérique s'est lancée dans une guerre depuis 2014. Ils étaient en train de former l'Ukraine pour battre la Russie, et ils pensaient qu'avec l'action militaire et les sanctions économiques, ils allaient y arriver. Malheureusement pour eux, ils ont perdu et ils sont en train de perdre. Pourquoi Trump a cherché une solution négociée avec Poutine? Parce qu'il perd. Donc, c'est pas vrai que Israël et l'Amérique lancent des guerres qui gagnent toujours. C'est pas vrai, historiquement parlant, et c'est pas vrai. Et en juin, c'était pas vrai. Et vous allez voir cette guerre-ci dans quelques jours, dans quelques semaines, on en reparlera. Et on va voir qui a raison ou pas. Voilà. Donc, selon vous, M. Cohen, cette guerre, elle est perdue. Elle sera perdue. Ah oui, ah oui. C'est pas seulement un avis personnel. Vous savez, je m'informe aux meilleures sources. Enfin, en tout cas, que j'espère être les meilleures sources. Ça veut dire des anciens de la CIA, des anciens marines, des anciens diplomates, comme par exemple le secrétaire adjoint à la défense américain, qui n'est pas rien quand même, qui était là pendant la guerre en Irak, etc. Donc, des gens très compétents qui ont écrit des livres, qui analysent excellemment la situation et qui n'expriment pas des jugements comme ça à la va-vite ou à l'emporte-pièce. Il y a des éléments concrets de base, si vous voulez, et des considérations solides, stratégiques, techniques, militaires, informationnelles, du renseignement, et tous, sauf ceux qui sont dans le délire. Bien sûr, il y a ceux qui sont dans le délire, qui pensent que voilà, l'Amérique attaque et on gagne, et puis on rentre à la maison et c'est formidable. Pas du tout. Ce sont ceux qui analysent froidement la situation, et donc tous analysent la situation en défaveur de l'Amérique. Et vous savez, le moment de vérité approche. Hein. Dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on verra si c'est vrai ou pas. Très bien, je crois que monsieur, on a fait le tour de la question. Oui. Monsieur Cohen, on va s'arrêter là et on en reparlera certainement vendredi lors de la chronique. Bien sûr.
Alors, Ah, je vous souhaite une bonne soirée et puis à vendredi. Et merci pour votre écoute. merci à vous, M. Cohen. Bonne fin de journée et à vendredi. Merci. Voilà les amis, donc on était nombreux ce soir, plus de 500 sur TikTok et 300, passer les 300 sur YouTube. Donc je vous remercie. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours d'émission, vous avez la possibilité de retrouver l'analyse sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Altitude YouTube. Hein, c'est le même avatar que celui qui est sur TikTok. Altitude, vous la retrouvez assez facilement. Abonnez-vous. Voilà les amis, un grand merci à tous ceux qui ont partagé, tapoté le live. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, vendredi là, aux alentours de 20h, comme d'habitude, 19h30, 20h, pour la chronique hebdo. Et je pense que on fera un nouveau point sur cette question de l'Iran. Voilà. Et à mes frères musulmans, que la paix soit sur vous et salam alaikum.